et ce, à des fins d'adoption. C'est déjà notre deuxième rencontre aussi cette semaine. Alors, sont présents aussi avec nous ce soir M. Julien Lauzon. Bonjour, M. Lauzon. Bonsoir. M. Mario Gerbeau, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Madame Annick Duchesne, qui a travaillé très fort aussi sur la présentation de ce soir et la préparation du budget. Et je sais que hier, c'était votre anniversaire et c'est bizarre, c'est vous qui allez nous faire un cadeau ce soir avec la présentation de votre budget. C'est bien ça? Bonsoir, et je pense que le cadeau va provenir de M. Lauzon. Donc, D'accord, mais bon anniversaire en passant. Merci. Madame Diane Vallée? Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Monsieur, excusez, Julie. Madame Julie Lachapelle, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Marc Rouleau, bonsoir. C'est Jean Cardet qui le remplace. Bonsoir. Bonsoir. Martin Roberge, bonsoir. Marlène Gagnon, bonsoir. 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 Et nos vaillants élus qui sont présents ce soir. Bonsoir. Pierre Lheureux, évidemment, qu'on vient d'entendre. Bonsoir. Sterling Danier, qu'on vient d'entendre. Alors, Véronique Tremblay, vous êtes là? Oui, bonsoir. Marie-Josée Parent. Bonsoir. Marie-André Mauger. Bonsoir. Luc Gagnon. Oui. Alors, comme vous savez, avant de commencer, par habitude, on prend tout le temps un moment de silence. Alors, on va prendre un moment de silence et je vais y aller avec mes notes d'introduction par la suite. Alors, merci. L'année 2020 aurait été un grand défi pour nous tous à terme de priorisation et de gestion des données publiques, alors que dans le contexte pandémique, nous avons été imposés à faire des choix importants. Comme vous le savez tous, on a eu des efforts de compression et de redressement financier à faire dans le contexte du COVID à partir au printemps dernier. Dans le fond, c'est 3,1 % de notre budget qu'on a dû ajuster. Ça fait en sorte que vous êtes tous à savoir que pendant l'été, on a eu l'annulation des activités culturelles et sportives, la réduction du programme dans les piscines, entre autres, et la réduction de l'entretien des plateaux récréatifs. De plus, l'arrondissement et les services ont poursuivi avec, malgré tout, les services d'arrondissement ont quand même continué leur examen stratégique des activités qui a été effectué en 2018 et qui visait à optimiser les ressources. Dans cet effort de guerre, je ne peux donc pas passer sous silence l'inestimable apport et le travail extraordinaire qu'ont réalisé l'ensemble des équipes afin de pouvoir se tourner là, quand même assez rapidement pour s'ajuster afin de faire face à la musique et surtout avec les pertes financières et les dépenses qui étaient accrues là, suite dans le contexte. Alors, je tiens nécessairement à souligner puis à remercier l'ensemble des équipes, des efforts pour qu'on puisse ce soir vous présenter quelque chose de très, très, très intéressant. En 2021, le budget s'établit à 37 440 030 37 440 300 alors qu'il était de 36 635 000 en 2020, une variation de plus de 800 000. Après cette année affligeante, et dans le but de permettre aux Verdinois et Verdinoises de reprendre un peu de souffle, l'arrondissement a pris une grande décision. Comme vous le savez, la mairesse a annoncé un gel de taxes pour l'année qui vient. Et nous aussi, on va aussi faire un gel de taxes pour la prochaine année, la taxe locale. On va geler cette taxation-là. Alors, pour cette année, il n'y aura pas d'augmentation au niveau de la taxe locale ainsi que la taxe municipale de la ville. Pour le PDI 2021 et 2030, l'enveloppe totale allouée au programme décennal d'immobilisation s'élève à 41 millions et 100 000 et sera répartie dans par tranche de 4,1 millions annuellement pour la période 2021 à 2030, ce qui équivaut globalement à la même chose qu'on avait environ là, 4 millions par année, où on a plus de jeux qui sont vraiment des investissements locaux, où on fait des choix locaux. Sinon, le restant du budget est déjà ciblé et déjà alloué par la Ville. En 2021, la Ville-Centre injectera 2,9 millions pour différents projets d'immobilisation en 2021, notamment pour le financement de divers projets, dont le programme de réfection et de verdissement des parcs locaux pour 1,1 million et le programme de protection des immeubles pour 300 000 $
Parmi ceux-ci, notons la réfection complète du parc Elgar, prévu l'été prochain et qui fera l'objet d'un concours de design. Et aussi, on ajoute 1,5 million pour le natatorium qui, vous savez, est déjà fermé depuis 4 ans suite à des problèmes structuraux à l'intérieur. L'arrondissement de Verdun investira en 2021, quant à lui, plus de 4,1 millions et qui sera réparti dans le financement dans les 3 programmes de l'arrondissement, soit 1,2 million dans le programme de réaménagement des parcs et des aires de jeu et places publiques, par exemple, le parc du Souvenir, la réfection des terrains des plateaux sportifs et le parc riverain du Boardwalk. 1,4 million dans le programme de réfection des bâtiments administratifs, sportifs et communautaires, par exemple. On parle d'ici, exemple, le Boulingrin, les chalets du parc Reine-Élisabeth et aussi la mairie d'arrondissement qui a besoin de travaux d'entretien majeurs. 1,5 million dans le programme de réfection routière, le PRR, dans notre jargon. Par exemple, la réfection des ruelles, la réfection des trottoirs et construction de dos d'âne sur plusieurs tronçons. Alors, ceci résume un peu ce qui va vous être présenté en détail par mes collègues Julien Lauzon, directeur d'arrondissement, et Annick Duchesne, qui vont faire une présentation complète. Et par la suite, je vais laisser complètement la parole à eux. Ils vont faire la présentation, il y aura la période de questions et ils vous répondront le mieux possible. Et s'il y avait des détails à faire, il y a toujours des questions subséquentes. Vous pourrez revenir au prochain conseil pour demander d'autres questions. Alors, à vous la parole, M. le greffier, pour la suite du conseil. Merci. Alors, on va, M. le maire, débuter avec le point 10.01 de l'ordre du jour qui réside en fait dans l'adoption de l'ordre du jour de la présente séance. Oui, c'est proposé par M. Danny et secondé par M. Lheureux. Merci. Parfait. Ceci nous amène donc au point 10.02 qui est la présentation des prévisions budgétaires. Merci, M. Gerbeau. Donc, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien, M. le directeur. Voilà. Merci. Donc, on vous a résumé ce soir les principaux faits saillants de notre budget de fonctionnement 2021. C'est une présentation qui va se faire en cinq étapes. Donc, la première diapositive va être le contexte général. On va vous présenter les principales réalisations 2020, le contexte budgétaire 2021, le budget 2021, on va vous le présenter aussi. Et il y aura à la fin une période de questions. Donc, le contexte général, dans le fond, qui nous a permis de réaliser ce budget-là. Donc, il faut comprendre que l'arrondissement a un budget pour 2021, comme M. le maire l'a dit, de 37,4 millions. Vous avez sur la première diapositive, dans le fond, une photo de notre territoire. Donc, avec ce 37,4 millions-là, on a, nous, sur notre territoire, des infrastructures qui totalisent 9,2 km². On a 15 km de berges pour laquelle il y a de l'entretien qui se fait, 23 ruelles vertes, on a 36 km de voies cyclables, 108 km de rues, de ruelles et de trottoirs, donc des superficies qui sont soit asphaltées ou bétonnées pour lesquelles il faut procéder à de l'entretien. Tout ça pour une population de 72 419 citoyens. L'âge moyen de nos citoyens, c'est 39,7 ans. Et évidemment, sur notre territoire, 98 organismes reconnus qui, dans le fond, travaillent au niveau de la culture, du sport, du loisir et du développement social. Donc, la prochaine diapositive, ce sont quelques photos de nos infrastructures et installations publiques. Donc, à Verdun, on a 53 parcs et espaces verts. On a 4 pataugeoires, 4 piscines. On a une piste de danse extérieure qui reçoit près de 25 000 visiteurs par année, ce qui est quand même assez unique, une piste de danse au bord du fleuve. On a un aréna, une plage, 2 bibliothèques. On a la Maison de la Culture, qui est le quai 5160. Évidemment, 2 centres communautaires. Donc, toutes ces infrastructures-là font partie de l'offre de services pour les Verdunoises et les Verdunois. Donc, on va passer aux principales réalisations 2020. Alors, évidemment, 2020 est une année unique en soi. La COVID-19 a eu des impacts qui sont majeurs sur l'offre de services de l'arrondissement. Et ça a accéléré et ça nous a permis de repositionner certaines activités. D'abord, il y a eu un certain virage technologique
qui a été grandement accéléré. Vous le voyez ce soir, donc les conseils municipaux en mode virtuel, conseil d'arrondissement, dans nos services aux citoyens, dans les bibliothèques, il y a les comptes, les activités de bricolage, tout ce qui touche la participation citoyenne, nos consultations en ligne, l'émission de permis de construction en ligne qui ont été accélérés. On a continué durant la pandémie d'émettre l'ensemble des permis citoyens grâce à des activités qui ont pu se faire et se déployer très rapidement en ligne. Évidemment, on a dû s'adapter, aménager et implanter des mesures sanitaires, notamment dans les rues, devant les commerces, pour gérer les files d'attente. Donc, il y a eu des corridors sanitaires, il y a eu évidemment des aménagements dans les parcs, il y a eu beaucoup d'affichages qui ont été déployés pour s'assurer que les citoyens maintenaient les mesures de distanciation et pour assurer évidemment là, la santé et la sécurité de nos employés. On a évidemment aménagé et adapté nos locaux, nos comptoirs de service, notre bureau Accès Montréal, nos comptoirs de permis. Donc, c'est des investissements que l'arrondissement a dû faire rapidement et des aménagements qui ont dû être réalisés. On a réaménagé aussi 21,5 km de voies publiques, incluant notamment la piétonisation de la rue Wellington. Donc, c'était une première cet été. Évidemment, dans le contexte de la pandémie, ça a permis de mieux gérer et de mieux circuler lorsqu'on est notamment des piétons en transport actif sur cette rue-là. Évidemment, ça a été aussi l'implantation de 13 rues familiales et actives. Donc, tout ça pour favoriser des activités extérieures dans une période où les gens en avaient grandement besoin. On a aussi offert, durant la pandémie, un soutien accru à nos organismes, notamment en déployant en urgence une aide additionnelle. De mémoire, c'est au conseil du mois d'avril ou de mai. On a accordé 65 000 dans un fonds d'urgence, notamment pour l'aide alimentaire et la création de paniers pour les jeunes et les gens dans le besoin. Donc, la prochaine diapo, encore les principales réalisations maintenant au niveau de la mise en place d'initiatives novatrices. Donc, je viens de le dire, la préparation et la distribution de paniers éducatifs et ludiques à près de 220 enfants. La présentation de spectacles sous forme de déambulatoires dans les rues. Donc, au lieu de recevoir les citoyens en salle, on est allé dans les rues de Verdun pour leur offrir une expérience artistique, une expérience culturelle qui est importante dans ce contexte-là. Évidemment, on a collaboré avec la Fondation des Canadiens pour l'enfance par la remise de 500 trousses sportives, donc des sacs à dos, des cordes à sauter, des balles, des bouteilles d'eau réutilisables, des masques lavables, tout ça pour mieux équiper, dans le fond, nos enfants dans le contexte actuel. La prochaine diapo, malgré les défis liés à la pandémie, Verdun devait continuer d'opérer. On a procédé à la réouverture de l'auditorium de Verdun, qui était en travaux depuis plusieurs années. Donc, c'est tout récent, ça a ouvert cet automne. La réouverture du stade de baseball Ronald Piché, le nouveau jardin communautaire au parc Lucien-Garon, qui a été déployé. On a adopté au dernier conseil du 5 octobre une politique d'événements éco-responsables. Donc, c'est sûr qu'actuellement, les événements sont moins présents, mais lorsqu'on va retrouver un retour à la normale, on va pouvoir mieux encadrer au niveau de l'éco-responsabilité ces événements-là. L'adaptation de l'expérience client dans les comptoirs de services, j'en parlais tantôt, notamment au bureau du BAM. Et malgré la pandémie, au 1er septembre dernier, on avait 1594 plaintes qui ont été traitées avec succès, une hausse de 11 par rapport à l'année dernière. Et on a 2590 visites d'inspection qui ont pu être réalisées de façon sécuritaire. C'est aussi une hausse. Il faut comprendre que généralement, les inspections sont associées à la délivrance de permis ou à des plaintes qui sont données à l'arrondissement. Et on a émis 988 permis, qui est une hausse de 3,7 par rapport à l'année dernière, à la même année. On a poursuivi la mise en œuvre de notre plan arboricole et de plantation. C'est 280 arbres qui ont été plantés sur le domaine public. On a eu l'occasion de tenir une séance d'information citoyenne en septembre dernier sur ce sujet-là. C'est pour vous donner un exemple d'activités qui ont continué avec succès de se réaliser malgré le contexte et évidemment les ressources qui étaient diminuées.
Maintenant, la prochaine diapo, les facteurs positifs et les contraintes. Donc, dans le contexte de la préparation du budget, il y a une obligation pour l'arrondissement d'assumer le coût des augmentations salariales selon les conventions collectives. Donc, ça représente près de 778 000. C'est des augmentations que l'arrondissement n'a pas le choix d'assumer. Ça fait partie des obligations des conventions. Évidemment, l'inflation qui est liée aux autres familles de dépenses, qui est estimée environ à 2 %. Donc, les choses coûtent plus cher et l'arrondissement dans ces différentes familles de dépenses doit composer avec des augmentations de prix, un peu comme les consommateurs le font. Il y a une indexation de 1 % des transferts centraux aux arrondissements. Donc, les transferts centraux, c'est l'argent que la ville-centre verse aux arrondissements. Vous allez voir un peu plus loin là, que ça représente près de 25 millions sur notre budget. Donc, cette année, la ville-centre a augmenté de 257 000 ce transfert-là. Il y a une participation de l'arrondissement à l'effort de financement des régimes de retraite. Donc, c'est un coût 168 000 $. Ça aussi, c'est une obligation pour équilibrer les régimes de retraite des employés. On a limité l'indexation annuelle de la tarification de nos revenus, donc à 2 %. Donc, les revenus de l'arrondissement, quand on parle de location d'espace, de coûts de permis, etc., donc on a limité à 2 %, donc comme l'inflation, l'augmentation de ces coûts-là. Et on reçoit aussi une bonification sur 2 ans des transferts centraux par rapport à plusieurs activités de déneigement, notamment des activités en lien avec les parcs, les bibliothèques. Donc, c'est près de 380 000 $ de plus que la Ville-Centre nous a transféré cette année pour réaliser ces activités-là. La prochaine diapo, donc, l'administration s'est donné des orientations pour la préparation du budget. Évidemment, on souhaite prioriser les services directs aux citoyens. C'est ce qui est au cœur de notre mission. On veut limiter l'augmentation des coûts liés à la rémunération. On ne peut pas diminuer la rémunération, mais par contre, on peut limiter au maximum l'ajout de nouveaux postes. Et c'est ce qu'on fait en essayant de s'optimiser à chaque année pour limiter la création de nouveaux postes. On essaie plutôt de maximiser nos processus pour être capable d'éviter d'ajouter sans cesse une masse salariale qui est grandissante. On a autofinancé les coûts qui sont liés à l'ouverture de l'auditorium. L'auditorium étant un nouvel équipement, cette année, l'arrondissement, ça représente environ 800 000 $. On est allé s'optimiser pour aller financer ce que va coûter en plus, si on veut, les activités. Il faut comprendre qu'il y a des revenus aussi d'associés à l'auditorium, mais évidemment, il y a des coûts de gestion. On limite cette année le recours au surplus de l'arrondissement. C'est une stratégie qu'on s'est donnée avec les élus qui vise, dans le fond, pour les 2 prochaines années, à limiter le plus possible le recours à notre surplus pour équilibrer notre budget. Donc, cette année, on a une diminution de recours au surplus. On va le voir un peu plus loin. Toujours dans les orientations, c'est poursuivre la mise en œuvre des chantiers qui découlent de notre analyse stratégique des activités. On a fait cette analyse-là en 2018. Ce que ça vise, dans le fond, c'est de recentrer les activités sur la mission première de l'arrondissement et évidemment optimiser nos ressources. Donc, on a eu plusieurs chantiers d'optimisation qui ont continué en 2020. Il y en aura d'autres en 2021, notamment toute l'optimisation de nos processus dans les comptoirs de services, notamment le BAM. On a été accompagné du service de la performance organisationnelle à la Ville de Montréal pour trouver des façons de simplifier nos processus puis d'éviter d'embaucher des nouvelles ressources. On a aussi travaillé sur le transport, le transport de matériel au niveau de l'équipe des travaux publics pour optimiser cette activité-là. Et comme le maire l'a annoncé en introduction, donc un gel de taxes sur les services en 2021 pour alléger le fardeau fiscal des citoyens et des citoyennes. Donc, le budget 2021, vous avez donc le diapo qui présente donc un budget d'opération de 37 440 000, ce qui représente un écart de 805 000 par rapport au budget de l'an dernier. Donc, c'était 36 millions l'an dernier. Maintenant, ce budget-là, donc, comment il est découpé? 26 millions provient d'écarts centraux, provient de transferts centraux. On a la taxe locale qui représente presque 7,2 millions. On a les revenus locaux qui représentent 2,7 millions et l'appropriation de notre surplus
donc qui est de 1,3 million cette année. Je vous mentionnais une stratégie qui vise à limiter le recours au surplus. L'an dernier, on avait eu besoin d'1,7 million presque pour équilibrer notre budget. Donc, cette année, c'est une variation de 368 000 en moins qu'on va chercher dans le surplus. Évidemment, il y a différents facteurs là, qui expliquent ces écarts-là. Vous les avez un petit peu plus bas. Mais évidemment, il y a la question de la rémunération. Comme on disait, l'arrondissement doit assumer l'augmentation des salaires qui font partie des conventions collectives. Il y a l'indexation des transferts centraux, donc qui ont été indexés à 1 %. On a une bonification pour certaines activités, ce qui fait qu'on a un peu plus d'argent de la ville-centre. Pour ce qui est de la taxe locale, évidemment, on a cette année recours au même montant de revenus parce qu'on a choisi de maintenir la taxe, un gel de taxes. Et le point 4, donc, on a évidemment une augmentation anticipée de nos revenus, mais tourne autour de 2 %. La diapositive suivante, donc, vous avez l'image d'$1 qui représente la répartition du financement. Donc, ça résume ce que je viens de vous mentionner. Donc, 70 % du financement de notre budget provient des transferts de la ville-centre, c'est 26,2 millions. On a la taxe locale qui correspond à 19,2 % de notre budget. On a les revenus de l'arrondissement qui sont considérés à 7,2 % et notre appropriation de surplus qui représente 3,5 % de notre budget global de fonctionnement. Maintenant, au niveau des dépenses par activité, vous avez une diapo qui présente la répartition du budget de fonctionnement par famille de dépenses. Mais c'est selon la nomenclature du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, c'est des grands regroupements. Je vais les passer un peu plus rapidement, mais généralement, vous allez comprendre que ça représente, dans le fond, la disposition des différentes enveloppes. Donc, loisirs et culture, ça représente 43 % de nos dépenses. Le transport, 24,6 %. L'administration générale, 15,5 %. L'hygiène du milieu, 6,5 %. L'aménagement urbain et l'urbanisme, on parle de 7,6 %. La santé et le bien-être, presque 500 000. La sécurité publique, 394 000, donc c'est 1,1 %. Donc, vous avez à la diapositive suivante $1 si on veut. Donc, pour $1 de notre budget, 44 sous sont investis en loisirs, 25 sous en transport, 15 sous en administration générale, 6 sous en hygiène du milieu et 10 sous dans l'aménagement urbain, la sécurité publique et la santé. Dans ce que je viens de dire, vous avez à la diapositive suivante, donc la déclinaison par activité de ces dépenses-là. Dans le fond, ça répète un peu ce que je viens de vous dire, mais ça donne le détail. Donc, qu'est-ce que l'administration générale, le fameux 15 sous sur le $1? Bien évidemment, c'est le conseil municipal, c'est la gestion financière et administrative de l'arrondissement qui représente environ 2 millions. C'est les activités autour du greffe, donc 620 000. La gestion du personnel, 937 000. Et l'administration de façon générale, donc plusieurs dépenses de fonctionnement qui totalisent 1,8 million. Donc, au grand total, on a 5 millions pour cette famille-là. L'aménagement urbain et le développement, c'est le fameux, c'est environ 7 sous sur le $1. Donc, on a l'aménagement et l'urbanisme pour 2,5 millions. L'industrie et le commerce, donc notamment, on subventionne une partie des activités de notre société de développement commercial de la rue Wellington. On participe aussi à différentes activités de promotion économique. Donc, tout ça totalise un 2,8 millions en lien avec la nomenclature du ministère des Affaires municipales. Loisirs et culture, donc c'est le gros morceau, c'est 44 sous, $1. Surtout, je vous dirais, là, orienté vers les centres communautaires, les activités récréatives, nos patinoires intérieures et extérieures, 2,2 millions. On a évidemment une plage maintenant à Verdun. On a une marina aussi, donc 1,7 millions. Nos parcs, nos terrains de jeu, lesquels il y a des activités, on parle de 4,6 millions. On est toujours dans du budget de fonctionnement. Ce n'est
Ce n'est pas des investissements d'infrastructure. Toute autre activité récréative, 179 000. Le centre communautaire et les activités, cette fois, qui sont culturelles, on parle d'1,4 million. Nos bibliothèques, on en a 2 sur le territoire, donc un budget d'opération de 2,7 millions. Patrimoine, musée, centre d'exposition, on a la maison Univers de Saint-Didier. On fait des expositions au quai 5160, donc un budget de 205 000. Et différentes activités culturelles, le tout totalise 16,2 millions. Nos activités de transport, donc, ce qui était 25 sous sur notre 1 $, évidemment, c'est la voirie municipale, c'est le déblaiement, le chargement de la neige, l'éclairage de rue, la circulation, le stationnement, donc surtout des activités en lien avec les travaux publics. Tout ça totalise 9,2 millions. Ensuite, si on continue, la portion sécurité publique, donc c'est généralement les activités de gardiennage dans nos immeubles, donc 394 000. Et ensuite, l'hygiène du milieu, donc le réseau de distribution de l'eau potable, le réseau d'égouts, la gestion des déchets domestiques, les contrats qui sont liés avec ça, les matières recyclables, les matériaux secs, la collecte des transports, toutes les matières résiduelles, la protection de l'environnement. Donc, c'est ce qu'on inclut dans l'hygiène du milieu pour 2,3 millions. Et finalement, la santé et le bien-être. Donc, tout ce qui concerne le volet social, l'arrondissement supporte plusieurs organismes notamment. Donc, un budget autour de 495,4 000 $. La prochaine diapositive vous présente donc les dépenses par objet. C'est une répartition des dépenses, dans le fond, par objet, par catégorie. Donc, la rémunération, ça représente 73 sous sur le 1 $ en termes de dépenses. Donc, c'est 27,3 millions que l'arrondissement paye en rémunération des employés. Le transport et les communications, c'est 529 000, donc c'est 1 sou. Les honoraires professionnels, les services techniques, on parle de 2,8 millions. Location, entretien et réparation, 1,5 million. Les biens durables, donc l'achat de biens qui sont durables ou non durables, 4,3 millions. Nos contributions à différents organismes pour leur permettre de répondre à leur mission, puis offrir de l'aide aux citoyens dans le besoin, 574 000, évidemment. Les charges interunités et autres objets, donc tout ce que l'arrondissement ou les différents arrondissements se prêtent comme service ou s'auto-facturent pour différents biens ou services rendus, donc c'est 303 000 $, le tout pour 37 440 000. Donc, vous avez à la diapositive suivante, donc, par dépense, par objet de dépense, un peu la même image que tantôt. Donc, vous avez le 1 $ avec la répartition par sous, donc 73 sous pour la rémunération, 1 sou pour le transport, 7 sous pour les honoraires professionnels et les services techniques, 4 sous pour la location, l'entretien et la réparation, 12 sous pour les biens durables et non durables et 2 sous contribution aux organismes et 1 sou pour les charges interunités. Ensuite, on va passer aux revenus locaux par objet. Donc, toujours au niveau de notre budget, quand on parle des revenus, 65 % de nos revenus proviennent de la location et de l'occupation du domaine public. C'est 1,75 million. Nos services culturels et récréatifs, donc on parle de 9,6 % du budget de revenus, c'est 259 000. Les services techniques et les travaux divers, 420 000. Les amendes, les pénalités, donc c'est 42 000, environ 1,6 % du budget. L'imposition de droits, 78 000. La vente de biens, 58 000. Et la récupération de frais de réclamation diverses, on parle de 83 000 $, pour un total de 2,7 millions en termes de revenus locaux. La diapositive suivante, toujours avec le 1 $. Donc, vous voyez la répartition en pourcentage. Donc, 65,1 % location et occupation du domaine public, 9,6 % services culturels et récréatifs, 15,6 % services techniques, 1,6 % pour les amendes, les pénalités,
2,9 pour l'imposition de droits, 2,2 pour la vente de biens et 3,1 pour la récupération de frais et réclamations. La prochaine diapositive concerne l'information complémentaire qu'on transmet toujours aux citoyens lorsqu'on fait la présentation. Dans ce cas-ci, c'est l'état des réserves financières, donc notre surplus. Donc, les réserves financières sont un élément qui sont essentiels à la bonne gestion d'une administration publique. Ça nous permet de remédier aux imprévus, de payer certains investissements au comptant, on l'a fait dans le passé, ou de participer à des ententes de financement avec d'autres gouvernements. Donc, à Verdun, on a fait le choix d'optimiser nos dépenses pour minimiser le recours au surplus. Et évidemment, on s'est donné pour ça un plan d'action sur 2 ans qui vise à diminuer année après année le recours au surplus pour équilibrer le budget de fonctionnement. Donc, le tableau que vous avez, c'est dans le fond l'évolution du surplus depuis 5 ans, donc depuis 2015. Alors, lorsqu'on parle du surplus non affecté, c'est le surplus discrétionnaire. C'est celui avec lequel on peut travailler, lequel on peut utiliser pour financer des projets ou financer des activités. Donc, au 30 août 2020, il était à 3,7 millions. L'autre partie du surplus, qui est le fonds affecté aux projets et dossiers. Donc, exemple, c'est des projets qui ont été financés par le surplus, la plage en partie, les activités de déneigement, la santé, la sécurité au travail. Donc, c'est un fonds qui est disponible de 3,1 millions. Et maintenant, le fonds réservé, donc c'est les fonds de parc, lorsque des projets de construction et que les citoyens ou les promoteurs payent des fonds de parc. Évidemment, le solde sur certains règlements d'emprunt qui sont antérieurs. Donc, ça totalise 569 000 pour un total de 7,4 millions au niveau de notre surplus. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est une marge de manœuvre pour des dépenses imprévues. Ça représente environ 10 du budget d'opération de l'arrondissement, ce qui est, somme toute, raisonnable. À la prochaine diapo, vous avez les efforts d'optimisation. C'est quelque chose qu'on a mis beaucoup de l'avant depuis 2018. C'est nécessaire de le faire dans le contexte budgétaire actuel. Et nous, on le fait dans le cadre d'une démarche qui visait à réviser l'essentiel des activités stratégiques de l'arrondissement, activité par activité, pour s'assurer qu'il y a une pérennité de notre modèle financier. Donc, essentiellement, c'est une réduction des dépenses. Et les efforts d'optimisation, eh bien, vous en avez ici 3, là. La compression des dépenses loisirs et culture, donc qui a donné lieu à une stratégie d'équilibre et à un autofinancement des coûts liés à l'ouverture de l'auditorium, comme je le disais en introduction. Donc, on a comme ça été capable d'équilibrer 550 000. Compression des dépenses au niveau de l'équipe des travaux publics dans notre stratégie d'équilibre. Donc, c'est une compression de 474 000. Et des économies sur les coûts d'énergie occasionnées par le transfert au DEL. On a transformé plusieurs de nos équipements publics de lumière par des ampoules au DEL qui nous ont permis de faire des économies d'énergie, de 73 000 dans le contexte de l'optimisation. Donc, c'est environ 1 million de dépenses qui ont été réduites. Maintenant, la prochaine diapo, c'est la dette à la charge des contribuables verdunois. Donc, ce qu'on vous présente, c'est les frais financiers pour les immobilisations réalisées par l'arrondissement de Verdun entre 2005 et 2019. Donc, à ce jour, en fait, au 31 décembre 2019, le solde de la dette de l'arrondissement était de 28 165 000. La taxation 2021 préliminaire qui est liée à ces emprunts. Donc, le remboursement en capital, on parle de 3,3 millions pour lequel on a remboursé du capital. Et lorsqu'on a remboursé des intérêts, on parle de 1,1 million pour total des annuités. Donc, pour une année, on parle de 4 498 900. Important de mentionner aussi que, et c'est la note qu'on met en bas de page, que le montant maximal d'emprunt que l'arrondissement de Verdun peut décréter, ce n'est pas en 2020, c'est en 2021, là, il y a une petite coquille, en vertu de l'article 544 de la loi sur les cités et villes,
Pour nous, c'est 29 879 000. Donc, on pourrait, ça demande très théorique, là, mais c'est notre capacité, si on veut, d'emprunter à chaque année. Donc, si on passe au budget en bref, je vous dirais qu'on a un budget qui est évidemment équilibré. On a l'obligation de le faire. On a des enjeux financiers importants qui ont été accentués par la pandémie, notamment, évidemment, la perte de revenus, le gel de taxes, les fonds d'aide qu'on a dû déployer. On a fait des dépenses additionnelles dans nos bâtiments, dans nos infrastructures. Donc, on a dû composer avec ça. L'ouverture aussi de l'auditorium après ces travaux. Hein, il n'y a pas eu d'activité à l'auditorium depuis plus de 2 ans. Donc, ça fait partie de notre contexte budgétaire. La poursuite de l'implantation ou du déploiement des stratégies d'optimisation. Notre marge de manœuvre pour les dépenses imprévues, donc qui tourne autour de 10 %. C'est notre surplus dont je vous ai parlé il y a quelques secondes. Et un plan d'action sur 2 ans pour limiter le recours à ce surplus avec le gel de taxes locales pour limiter la hausse des charges fiscales, ce que M. le maire a mentionné au début de la présentation. Donc voilà, ça met fin à la présentation du budget. Alors, Monsieur le maire, votre micro. Ah, excusez, merci, M. Lauzon, pour cette belle présentation. Alors, M. Gibault, à vous la parole. Oui, alors, Monsieur le maire, donc, on va enchaîner avec le point 10.03 de l'ordre du jour, qui est en fait la période de questions. Excellent. Exceptionnellement, je vais lire les questions qui ont été posées aujourd'hui, les questions citoyennes en ligne, et je vais vous donner au mieux de mes connaissances les réponses. Donc, on a une question de M. Yvon Grant au sujet de la taxe foncière et des droits de mutation. Monsieur le maire, j'aimerais avoir le total des taxes foncières perçues pour 2017, 2018 et 2019, ainsi que les prévisions pour 2020, tout en séparant chaque année par source, à savoir terre ferme et l'île des Sœurs. De plus, quels ont été les revenus de 2017, 2018 et 2019, toujours séparés entre terre ferme et l'île des Sœurs, provenant des droits de mutation immobilière, la fameuse taxe de bienvenue. Et, sur le même sujet, quelles ont été pour les mêmes années et séparation des totaux des transactions immobilières sur lesquelles les droits sur les mutations immobilières ont été perçus. Finalement, quel pourcentage de ces 2 catégories de revenus reviennent à l'arrondissement après remise à la Ville-Centre de Montréal? Merci. Il y a beaucoup de questions dans la question. Je vais tenter d'y répondre de façon assez simple. Évidemment, ce n'est pas simple de ventiler par pourcentage entre la terre ferme et l'île des Sœurs parce que les budgets ne sont pas construits comme ça. Vous l'avez bien vu ce soir, jamais on ne sépare les deux. On est un seul arrondissement. Les dépenses qu'on fait généralement sont par activité et non par territoire. Mais quand même, pour vous donner une idée, en 2014, la répartition de la richesse foncière pour l'île des Sœurs, ça représentait 55,7 %. Donc, l'assiette fiscale à laquelle l'arrondissement pouvait recourir, 55,7 % provenait de l'île des Sœurs et 45 qui était évalué à 45 millions et 44 % provenait de la terre ferme. Donc, l'équilibre, c'était 55-45, si on veut, en 2014. Ce qui est intéressant de voir, c'est en 2019, cette répartition-là, l'île des Sœurs, c'est 51,1 % de la taxe, alors que la terre ferme, on parle de 48,9 %. Donc, c'est quasiment équilibré maintenant, presque 50-50 en termes d'assiette fiscale, terre ferme et île des Sœurs. Évidemment, concernant les droits de mutation immobilier, malheureusement, on ne peut pas vous répondre à cette question-là ce soir parce que ce n'est pas les droits ne sont pas perçus par l'arrondissement, ils sont perçus directement par la Ville-Centre. Donc, ce n'est pas des données auxquelles on a accès au quotidien, mais on va regarder pour vous revenir avec certaines informations. Évidemment, il y a une part des taxes qui sont payées par les citoyens qui est encaissée par la Ville-Centre. Donc,
il y a une taxe locale, mais il y a aussi une taxe de la ville qui permettent de financer aussi une série de projets. Donc, lorsque on a, par exemple, du PTI, on ne va pas séparer le PTI entre la terre ferme et l'île. On va plutôt travailler selon des projets. Donc, la Ville-Centre finance des grands projets. Dans les dernières années, évidemment, ces projets-là ont été surtout sur la terre ferme. Là, on parle du natatorium pour lequel il y a du PTI. On parle de différentes activités là, en lien avec la plage, avec l'auditorium. Mais évidemment, il y a des transferts centraux qui se font et qui représentent environ 25 millions. C'est 70 de notre financement. Donc, dans le budget d'opération, c'est de l'argent qui provient de la Ville-Centre. Donc, j'espère que ça répond à votre question, mais elle était quand même assez longue. On pourra au besoin vous donner avec la question. Moi, j'aimerais juste faire un complément d'information, ce que vous avez dit, monsieur le directeur. Il faut savoir, parce que on a compris la question derrière, c'est l'investissement, dans le fond, sans vouloir interpréter, M. Grant, de l'investissement, de l'argent payé, dans le fond, par les insulaires versus les investissements reçus. Effectivement, la période récente qu'on a connue, il y a eu beaucoup d'investissements du côté terre ferme, qui avait un manque flagrant d'investissement. Quand on parle d'auditorium, on s'entend que c'est un bâtiment qui date de 75 ans. On n'a pas cette réalité-là du côté du dessert, d'une part. Mais d'autre part, il faut juste savoir que on est conscient, on a fait des études, on fait un plan particulier d'urbanisme. Il y aura des investissements majeurs qui seront faits au niveau de l'île des Sœurs dans les prochaines années. C'est reconnu et ça sera livré. Ça, c'est clair, que ce soit les administrations qui se succéderont auront cette obligation-là de livrer des infrastructures et des services de proximité. Ça, c'est déjà clair, c'est déjà établi. Maintenant, on ne peut pas non plus, dans une social-démocratie, puis c'est là que j'ai un malaise avec cette question-là, souvent de ségréguer un peu des secteurs. Crawford Park, par exemple, c'est un secteur, c'est un secteur excentré un peu plus à l'ouest. On ne peut pas le gérer comme ça, comme monsieur le directeur a dit, c'est un arrondissement et la Ville de Montréal aussi le gère comme ça aussi. Faut savoir que le prorata, exemple, quand vous payez des impôts, est-ce que vous recevez les services de santé à la hauteur de la taxe qu'est-ce que vous payez en impôts versus les services de santé? C'est un service universel. C'est un peu le même principe au niveau de la taxation, qui est basé toutefois sur, pas sur le revenu, mais qui est basé sur la valeur foncière. Alors, on y va aux besoins, selon les besoins dans un quartier ou un arrondissement donné. Alors, dans ce cas-ci, comme je vous disais, les besoins sont identifiés, il y aura des investissements mis, mais on ne peut pas y aller d'année en année, voir les investissements versus ailleurs, parce que il y aurait une iniquité aussi dans cette façon de faire-là. Comme si on descendrait de façon plus micro. Est-ce qu'une rue, parce qu'elle paie dans son ensemble plus de taxes foncières qu'une autre rue à côté, on lui donnerait plus de services qu'un autre? Non, c'est une globalité. On donne un service commun et partagé à tous. Merci. Excellent. Je rajouterais évidemment qu'on est à évaluer les besoins aussi pour la pointe nord de l'île des Sœurs, qui pourront éventuellement donner lieu à des financements de projets. La deuxième question est posée par M. André Julien, donc sur le budget 2021. Pourriez-vous nous indiquer le surplus budgétaire de l'arrondissement au 31 décembre 2019, les sommes qui ont été utilisées dans ce surplus en 2020, ainsi que la ventilation des dépenses qui ont été faites et le surplus approximatif de l'arrondissement qui est prévu au 31 décembre 2020. Donc, on a traité ça dans la présentation. Je vais le résumer. Dans le fond, au 31 décembre 2019, le solde de notre surplus était de 6,7 millions. À ça, il y a 1,1 million qui est, dans le fond, correspond à notre surplus libre. Il y a 5,8 millions qui est un surplus qui est affecté à des fonds qui sont dédiés. Donc, on ne peut pas l'utiliser pour n'importe quoi. Évidemment, moi, je vous invite aussi, M. Julien, à consulter notre site Internet. Il y a la rubrique documentation financière, documents financiers. Vous allez retrouver l'information en détail là, sur notre site Web. Vous vouliez aussi savoir la liste des différents recours au surplus pour l'exercice financier 2020. Il faut comprendre que chaque dépense qui est autorisée via une résolution du conseil. Donc, quand on veut aller chercher de l'argent dans notre surplus, c'est présenté publiquement en conseil d'arrondissement. On le fait à quelques reprises durant l'année. Notamment, il y a eu 400 000 pour le surplus du déneigement, pour les activités de déneigement.
qui a été accordé, donc c'est un recours surplus, et aussi un recours de 199 400 $ pour le contexte de la COVID, notamment accorder un soutien financier spécial à 8 organismes de l'arrondissement, mais c'est une dépense qui va être remboursée par le ministère parce qu'évidemment, le ministère tardait à émettre ces aides-là. Donc, l'arrondissement a procédé par un recours à son surplus, mais on va être remboursé. Donc, c'était les deux questions qu'on avait concernant le budget d'opération. Alors, M. Greffier. Oui, Monsieur le maire, donc ceci va nous amener au point 30.01 de l'ordre du jour, qui consiste en fait à approuver la proposition budgétaire 2021 de l'arrondissement et à autoriser une affectation de 1 328 100 $ du surplus accumulé de l'arrondissement. Proposé par Mme Mauger Oui, je propose. et secondé par Mme Tremblay. Oui, avec plaisir. D'accord. Alors, Monsieur le maire, ceci nous amène au point final, donc en 70.01, donc c'est la levée de la séance. Sterling Downey. Et secondé à l'unanimité. Alors, pour la prochaine séance, on doit attendre l'heure exacte pour être conforme. Alors, je pense qu'on va suspendre pour une demi-heure le conseil en web, si je comprends bien. Monsieur Greffier? Oui, c'est ça, c'est noté. Alors, merci. On va être de retour à 20h15 précisément. Merci à tout le monde. Au revoir. À tantôt. Merci. Au revoir.